Voilà, donc bonjour à tous et puis merci de me donner cette opportunité de parler devant un parterre très intéressant. Oui, on m'entend pas bien là? Ouais. Essayer de monter un peu le... Voilà. Alors moi je vais... bon alors d'abord juste vous dire une petite chose. Moi je suis effectivement un officier d'active, hein, mais je parle ici en tant que personne, donc Bertrand de Gaulier-des-Bordes. Voilà, je suis certes au commandement des opérations spéciales, mais je ne parle pas au nom de l'institution. Hein, voilà. Bon, beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui, ce matin, c'était fort intéressant et vous verrez que tout ce que je vais vous dire, ça rejoint quand même beaucoup tout ce qui a été dit. Voilà, bon, pour moi aujourd'hui, et ça c'est très clair, hein, je dirais que les deux défis sécuritaires qui s'imposent à la communauté internationale des pays démocratiques, c'est globalement la lutte contre le crime organisé, donc monsieur Ampère en a parlé beaucoup tout à l'heure. Voilà. L'autre menace, c'est la lutte contre le terrorisme, et notamment celui qui est lié aux extrémismes de tous bords, mais en particulier islamique aujourd'hui. Voilà. Bon, clairement, il n'y a plus de menaces armées à nos frontières. En revanche, ces deux menaces sont probablement les plus importantes contre la sécurité intérieure des États et la stabilité économique internationale, on en a également parlé. Alors il y a une différence de taille entre ces deux menaces. Hein, c'est que le crime organisé, lui, il cherche plutôt à maintenir un système. Hein, il veut même s'y intégrer, voire prendre une place légale. Hein, on l'a encore dit tout à l'heure. Voilà. Le terrorisme, lui, c'est plutôt chercher à détruire pour essayer de reconstruire autre chose derrière. Hein, c'est un émirat islamique, c'est ce genre de choses. Voilà. Mais globalement, ces deux menaces, elles sont transnationales. Hein, elles sont transnationales. Donc on a bien des acteurs qui fonctionnent en réseau. C'est l'objet aussi de la discussion d'aujourd'hui. Voilà. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a plus de problème qui soit local dans l'environnement actuel. Hein. Les problèmes sécuritaires se développent, s'étendent à l'échelle planétaire, et ça rend totalement obsolète la résolution des crises selon une approche classique. Alors, je vais vous citer un terme, l'approche westphalienne du traité de Westphalie. Traité de Westphalie, en gros, c'est les États qui s'occupent de la sécurité. Bon, aujourd'hui, les acteurs fonctionnent en réseau et utilisent judicieusement toutes les ruptures, qu'elles soient juridiques, géographiques, que constituent les frontières, les zones de responsabilité, les zones incontrôlées, les États faillis, hein, qui deviennent tout ça, ça devient autant de protection contre toute solution étatique. Donc aujourd'hui, les États sont très, très désarmés. Voilà. Clairement, la technologie et la mondialisation ont rendu les populations et les communautés interconnectées et interdépendantes. Voilà, donc tous les réseaux extrémistes, par exemple, vous prenez un réseau extrémiste qui est affaibli dans un pays, ça migre dans un autre. Ça, on le voit tous les jours au Sahel. Hein, quand on met une tôle, pour parler voilà, à un groupe armé voilà, au Mali, et ben, il bascule en Algérie, il va basculer en Libye, très rapidement, pour se reconstituer et essayer de revenir. Voilà. La propagande d'un terroriste d'une Katiba au Sahel peut inciter à des attaques à Toulouse ou à Tripoli. Mohamed Merah, c'est typiquement ce genre de choses. Voilà. Donc les activités de ces réseaux, elles sont variées. Et aujourd'hui, ce qui est assez nouveau, c'est que tout ça, ça se combine. Lorsque les intérêts les dictent. Donc on a bien du terrorisme, mais c'est le crime organisé. Donc c'est les trafics d'armes, les traites d'êtres humains, ça existe toujours, c'est clair. Blanchiment d'argent, on a longuement parlé, la piraterie, la cybercriminalité. Donc toutes ces menaces étaient autrefois assez distinctes, voire elles s'attachaient à se distinguer les unes des autres. Et ça explique la réponse des États en structures distinctes ou dédiées. Vous avez un service de police qui va s'occuper de la drogue, un service de police qui va s'occuper de la lutte contre les gangsters. Voilà. Donc on est un petit peu en fonctionnement en tuyau d'orgue. En gros, chacun a sa responsabilité et je ne regarde pas trop ce qui se passe à côté. Voilà. Donc on assiste bien à une convergence de menaces. Ils travaillent tous finalement ensemble. Et encore une fois en réseau, avec des réseaux qui sont polymorphes, qui montre une grosse faculté d'adaptation, ça s'accélère tout le temps. Et évidemment, ça déjoue donc toutes les réponses sécuritaires et étatiques traditionnelles, comme je viens de le dire, qui, elles, ont toujours besoin de temps pour s'adapter. Voilà. Donc, il faut bien retenir tout ça. Les acteurs qui soient terroristes ou crimes organisés, ça fonctionne tout ça en réseau. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on assiste depuis plus d'une décennie, et encore une fois, moi je m'intéresse beaucoup plus au terrorisme, donc à une militarisation, ce que j'appelle une militarisation du terrorisme, par l'ampleur jamais atteinte. Bon, tout le monde a en tête les affaires du 11 septembre. Et il y en a bien d'autres. Des attentats, c'est tous les jours, un peu partout dans le monde, avec
avec quand même des bilans qui sont assez importants. Alors c'est toujours moins que la circulation sur la route, mais comme c'est très médiatique, et là encore une fois on en a parlé beaucoup aujourd'hui, hein, ça fait peur et ça génère des inquiétudes, des tensions, etc. Donc c'est très déstabilisant. Voilà, donc aujourd'hui il y a énormément de choses. Il y a aujourd'hui quelque chose qui monte énormément, c'est les combattants, ce qu'on appelle les combattants étrangers qui sont en nombre en Syrie. La Syrie aujourd'hui c'est une fabrique à terroristes. Hein. C'est plusieurs milliers, hein, on estime à peu près entre 6 à 800 Français, mais on est sur plusieurs milliers. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais c'est hier ou avant-hier, c'est Cantorsi. Hein, on commence à détecter un gars qui revient avec un petit peu d'explosif. Bon. Voilà. Bon, pour revenir donc sur cette militarisation, donc les Américains en 2001, eux, ils découvrent ce phénomène brutal et ils y répondent de manière militaire. C'est la Global War on Terror, hein, donc une réponse militaire avec des guerres derrière, etc. Mais aujourd'hui, la Global War on Terror, donc la lutte globale contre le terrorisme, la responsabilité en est confiée aux forces spéciales américaines. Et j'y reviendrai après, il y a un certain nombre de bonnes raisons. Alors pour la France, c'est beaucoup plus récent. On a suivi les Américains en Afghanistan, bien sûr, hein, mais clairement, c'était beaucoup plus de la contre-insurrection. Bon, aujourd'hui, on se désengage, il ne reste plus beaucoup de Français en Afghanistan, voilà. Nous, c'est l'année dernière, c'est au Sahel. Enfin, c'est l'année dernière. Ça avait commencé avant, mais c'est vraiment l'année dernière qu'on voit les choses sur le Sahel. Je dirais qu'avant, la posture traditionnelle française, ça relevait de deux approches. Sur le territoire national, on en a aussi parlé. Hein, c'est un traitement criminel des affaires. C'est un petit peu la défense de l'arrière. Donc, on est dans le judiciaire, hein, qui donne le pouvoir d'agir. Voilà. Donc, et quelque chose on a un système qui marche bien, avec des lois qui sont performantes, etc. Donc, globalement, le système sur le territoire national est très performant. Il n'y a pas d'attentat depuis 1995, c'est à part Mohamed Merah, mais il n'y en a pas eu. C'est non pas parce qu'il n'y en a pas de prévu, c'est parce qu'on a réussi à déjouer et à traiter la menace sur le territoire national. Et puis tout ça s'était complété vers l'extérieur d'une approche essentiellement centrée sur le renseignement. Hein. Et en arrière-plan, clairement, l'absence d'action par peur de rétorsion. Voilà. Alors, il y a certes quelques services qui ont des capacités d'entrave, mais ça reste de l'entrave et ça reste relativement limité. Voilà. Bon, et pour le Mali, cette méthodologie, ça a été un échec. Hein. On n'a pas réussi à empêcher des groupes armés djihadistes dominer la moitié d'un pays. Alors évidemment, tout ça, ça se nourrissait de corruption locale, etc. Le président ATT de l'époque en a largement joué et s'est largement servi. N'empêche qu'on n'a pas réussi à empêcher ça. Et il a fallu ensuite qu'on comprenne que les Katiba pouvaient aller jusqu'à Bamako, donc ça c'est janvier 2013, pour que là, à ce moment-là, on commence à agir véritablement. Et la réponse, là, elle est militaire. En face de nous, on a 2000 combattants, on a, etc. Donc c'est plus action directe qui fait un attentat quelque part. Là, on a des terroristes qui sont capables de prendre un pays. Donc on est obligé d'y répondre par la force, et clairement de manière militaire. Donc aujourd'hui, et aujourd'hui même en France, on voit bien qu'il y a ce que j'appelle l'irruption du militaire dans la lutte contre le terrorisme. Il y a encore 2-3 ans, ok, on emploie des mots, mais ce n'est pas une réalité. Aujourd'hui, c'est une réalité. Alors un petit peu l'état de la menace pour la France sur le terrorisme. Hein. Pour moi, il y a deux menaces principales. Bon, évidemment, c'est AQMI, et groupes affiliés, hein, donc qui sont sur le Sahel, avec la France qui est désignée en tête de... Hein, c'est la cible principale d'AQMI. Voilà. Je voyais encore une vidéo hier d'AQMI, c'est clairement la France, la France, la France. Il faut taper la France et les intérêts français. Donc, avec menace évidemment d'attentats sur le territoire national. Mais ça, globalement, je viens de le dire, on a des services qui sont performants, donc la menace, elle n'est pas si... voilà, d'ailleurs, on ne la voit pas, hein, sauf le cas du loup solitaire, type Mohamed Merah, qui est très difficile à détecter ou à contrer. Voilà. On a également donc, une menace contre les intérêts français, je l'ai dit, avec des vrais points de faiblesse. Hein. D'abord, il y en a eu, c'est les otages du Sahel, c'est des attentats à Arlit également contre les mines d'uranium françaises, enfin... au Niger, là. Mais des vrais points de faiblesse avec des communautés françaises de plusieurs milliers, hein, qui peuvent être ciblées. Aujourd'hui, on est très inquiet sur la Tunisie, par exemple. Hein, et on a une population de plusieurs dizaines de milliers de Français, cible extrêmement facile. Dans le sud de la Libye, de la Tunisie, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, et les Français pourraient être ciblés. En tout cas, on voit que ça monte. L'autre menace, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui inquiète énormément, hein, et quand je dis ça inquiète énormément, ça fout les jetons.
hein, c'est ce que j'ai appelé donc, les combattants étrangers, donc plusieurs milliers, hein, avec la Syrie qui est une grosse fabrique. C'est une réalité, bon, j'en ai parlé, Cantorsi, on l'a trouvé, voilà. Juste à titre de comparaison, en Afghanistan, sur la décennie de guerre, ou les 2 dernières décennies de guerre, on avait à peu près une trentaine ou une quarantaine de Français en combattants étrangers. Hein. Aujourd'hui, c'est 6 à 800. Les Américains sur Fallujah en Irak ont eu 200 combattants étrangers contre eux. Ils ont mis un temps pas possible pour traiter l'affaire. Et ils l'ont fait de manière américaine, donc ils ont viré la population. Et après, ils ont fait un parking. Voilà. Bon. Donc c'était... Voilà. Mais donc, clairement, ça va, et ça commence, hein, encore une fois, Cantorsi, c'est juste le début, mais ça va arriver. Je ne veux pas me faire Cassandre, mais pour moi, ça va arriver. Alors après, la question, c'est savoir comment est-ce qu'on traite cette affaire. Aujourd'hui, on a toujours un petit peu de mal pour traiter, pour voir comment on va prendre l'affaire. On a un système qui est organisé toujours un petit peu en tuyau d'orgue. Hein. Chacun est dans son domaine, la DGSE, la DCRI. Alors les gens se parlent un petit peu, mais globalement, les échanges, même s'ils s'améliorent aujourd'hui tous les jours, c'est pas tout à fait le cas. Moi, je dirais que pour moi, il y a 2 réponses. Alors, il y en a une qui, je pense que Bush a largement tué le concept, mais bon, on est quand même obligé d'y penser. C'est l'approche préventive, hein, qui consiste plutôt à prévenir les crises avant qu'elles ne nécessitent une réponse militaire classique coûteuse ou que ça dégénère sur le territoire national. De manière imagée, c'est le feu de poubelle. Si on n'intervient pas tout de suite, bah, ça se transforme en gros incendie. Voilà. Bon, ça impose d'être capable d'anticiper pour aller neutraliser ceux qui nous veulent du mal là où ils sont. Clairement, aujourd'hui, c'est ce que font les militaires français donc dans le Sahel. Une autre approche qui me paraît très intéressante, et beaucoup plus intéressante, même si en fait les 2 approches sont complémentaires, c'est une approche globale, hein, qui consiste à favoriser l'action transverse, en s'affranchissant des logiques de responsabilité d'agence, hein, avec des réflexes de propriétaire. Voilà. Donc c'est la recherche d'effets de levier au travers de partenariats en interagence, et également avec les alliés. Qu'est-ce que ça veut dire partenariat interagence? Encore une fois, on est en tuyau d'orgue, donc il faut casser toutes les cloisons, et que tout le monde se parle. Alors il faut que donc tous les services, que ce soit la DGSI, la DGSE, les douanes, enfin bon, etc., tout le monde se parle, et à tous les niveaux. Et il faut, en centrale, une cellule commune, hein, c'est vraiment ça la cellule interagence, où là tout le monde cotise au pot commun, tout le monde partage, et à partir de là, on décide quels leviers et quels moyens on utilise pour lutter contre ces menaces. Clairement, c'est combattre un réseau par un autre réseau. Hein, je l'ai dit au début, tous ces gens-là fonctionnent en réseau. Eh ben, il faut qu'on se mette en réseau. Alors, un exemple de concrétisation de ces réponses nous est aujourd'hui fourni par les Américains. Hein, alors, je ne dis pas qu'il faut l'appliquer stricto sensu en France. De toute façon, on n'a pas tout à fait la même culture. Nous, on est toujours prisonniers, on est quand même assez clanique, hein, ou ethnique, c'est les tribus gauloises. Voilà, n'empêche que c'est bien les principes qui sont intéressants. Voilà, donc clairement, c'est pour moi sur le contre-terrorisme, c'est une structuration en interagence, hein, et avec un lead opérationnel. Alors l'interagence, hein, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est autour d'un thème fédérateur de supprimer le fonctionnement traditionnel en tuyau d'orgue, sortir des logiques de propriétaire, hein, et donc le fonctionnement en réseau. Donc ça commence d'abord sur le partage de renseignements, mais également ensuite sur le partage, sur le système décisionnel. Le processus décisionnel, il doit être dirigé par des opérationnels. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bien souvent les agences de renseignement, hein, font du renseignement pour faire du renseignement. Donc vous produisez des notes de service, mais so what? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Donc il faut que tout ça soit dirigé par des gens qui agissent. Hein, parce que là, vous orientez véritablement toutes les demandes de renseignement, etc. Et vous opérationnalisez quelque part le renseignement. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de savoir de quel côté la porte s'ouvre. J'ai besoin de savoir où est un tel, etc. Et donc, on fusionne tout ça, et à partir de là, on peut agir. Voilà. Je l'ai dit, les Américains ont mis le lead de la lutte contre le terrorisme sur les forces spéciales. C'est pas un hasard, parce que en fait, les forces spéciales, c'est le plus petit dénominateur commun à tout le monde. Hein. D'abord, les forces spéciales, elles, pour agir, elles ont besoin de renseignements. Donc, tout naturellement, elles se pluguent sur les agences de renseignement. Donc, on est déjà en plus en réseau, voilà. Mais on va chercher le renseignement là où il est. Aujourd'hui, on peut interroger la DGSI,
enfin, la future DGSI, la DCRI, la DGSE, je peux interroger les douanes, etc. C'est pas encore assez centralisé, mais voilà, quand j'ai besoin, voilà. Et je fusionne tout ça. Au Sahel, on marche comme ça. Les forces spéciales apportent des réponses adaptées, là où d'autres forces un peu plus conventionnelles, eux, ont beaucoup plus de mal à agir. Hein. Bon, c'est une grande faculté d'adaptation, c'est avec des dispositifs qui sont très réduits et très agiles, très réactifs. Très réactif, c'est quoi? C'est une boucle décisionnelle très courte. Donc il faut un chef qui soit plugué sur les plus hautes autorités, de manière à ce que la décision, ok, on n'engage pas. Ou je propose ça, oui, non, voilà. Ensuite, on a toute la chaîne, hein, donc on peut déployer rapidement, on peut faire, voilà. Encore une fois, face à des ennemis qui sont extrêmement mobiles, hein, une Katiba du Sahel, c'est du nomade, eh ben, il faut une réponse qui soit très mobile. Et là où un gros bataillon mettra une petite semaine à se déployer, dans la nuit, on peut agir. Voilà. L'exemple typique, c'est la contre-attaque du 11 janvier 2013 au Sahel, au Mali. Hein, voilà, on a contre-attaqué immédiatement. Il a fallu attendre 10 jours pour que nos camarades de forces plus conventionnelles viennent nous soutenir. Voilà. Ensuite, c'est inventivité et je dirais innovation. Aucune opération n'est identique. Donc il faut toujours, à chaque fois, remettre on regarde, on n'applique pas un manuel. On taille le dispositif de manière ad hoc. Voilà. Hein, donc il n'y a pas du comment faire. Hein, c'est toujours, voilà, on regarde et comment est-ce que je peux faire, mais il n'y a pas de manuel pour nous expliquer comment on doit le faire. Voilà. Enfin, c'est une faible empreinte. Hein, encore une fois, on est sur des petits dispositifs. Hein, donc c'est en fait pas cher. Alors des budgets contraints, etc., c'est quand même intéressant. Et puis également, c'est, le général en a un peu parlé tout à l'heure, c'est la sensibilité à la mort des Occidentaux. Alors je ne dis pas que les forces spéciales sont plus résilientes à la mort que les forces conventionnelles, ça c'est absolument pas vrai. En revanche, il est moins dangereux d'être engagé comme force spéciale parce qu'on est mieux entraîné. Hein, donc il y a moins de risques de mort. Il y en a, hein, et on a payé le prix du sang au Sahel, il n'empêche que c'est quand même moins dangereux. Voilà. Et puis, donc, ce sera mon dernier point, c'est déjà l'appartenance à un réseau, hein, qu'on essaie de constituer au niveau national, mais un réseau mondial. Il y a aujourd'hui sur les forces spéciales occidentales un réseau qui existe. L'opérateur du 22e SAS, du 1er PIMA, des commandos marines, des SEALs, du nageur de combat allemand, c'est la même personne. Il parle juste un langage différent. Il va se prendre une cuite le vendredi soir, il change de femme à 40 ans, c'est un perfectionniste de son travail, etc. Mais globalement, c'est ça. C'est tous les mêmes. Et en fait, on se parle, et on se parle tout le temps. Hein, moi, j'ai des contacts réguliers. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup les Américains, puisqu'ils nous fournissent un appui énorme dans la lutte contre le terrorisme. Mais voilà, c'est tout le monde. Je parlais avec les Anglais, c'était encore avant-hier. Voilà. On se parle tout le temps. Donc il y a déjà un réseau qui existe. Et je parlais de réseau national, mais il faut aussi qu'on fonctionne en réseau de manière internationale. Et là, tout le monde apporte. Voilà. Voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Donc, encore une fois, les forces spéciales, c'est le plus petit dénominateur commun. Voilà. Bon, aujourd'hui, donc, en 2013, hein, vous avez vu, il y a eu le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Bon, qui ont largement mis en exergue le rôle et l'intérêt des forces spéciales, c'est pas un hasard. Voilà. Voilà, bon, et puis... enfin voilà, donc ce sera juste ma conclusion. Je me propose de vous passer un petit clip. Alors, je ne suis pas un sergent recruteur, hein, n'y voyez pas de... Voilà. Je vais vous passer le petit clip. Le petit clip, c'est vraiment de la propagande, hein, c'est clair. C'est ce que vous avez tous, je pense, dans la tête, c'est l'inconscient collectif. Qu'est-ce que c'est qu'un gars des forces spéciales? C'est le gars le couteau entre les dents. Bon, évidemment, c'est largement au-delà de ça. Voilà.